Damien Lanternier, qui est le gérant financier de l'Échiquier, et Jean-Michel Gault, voilà. Merci de Clépierre. Prenez place, messieurs. Donc on va passer de l'énergie à la grande consommation avec deux entreprises phares de la Côte qui ont des profils relativement différents, mais qui s'adressent toutes les deux aux consommateurs, et donc avec une approche des positionnements des marchés stratégiques bien différents. Et donc, pour les interroger, Damien Lanternier de la financière de l'Échiquier, gérant du fonds Agressor. Voilà, je voulais d'abord dire que je suis ravi d'animer ce débat aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas toujours en tête, mais aussi bien L'Oréal que Clépierre sont des très belles histoires pour les marchés financiers. Je regardais il n'y a pas longtemps, L'Oréal sur 10 ans c'est 130%, Clépierre c'est peut-être un petit peu moins intuitif. C'est peut-être un peu moins intuitif, mais 230%. Donc c'est vrai que je suis gérant du fonds Agressor qui fait à peu près 2 millions, qui est un fonds carte blanche, mais j'ai aussi la chance de participer au comité d'investissement de Financière d'Échiquier qui fait que je prends ma part à toutes les décisions d'investissement, et c'est vrai qu'on est investi depuis assez longtemps sur le titre L'Oréal. La performance a été extrêmement forte. On était investi aussi dans le passé sur Clépierre. Et la question que tout le monde se pose, c'est aujourd'hui des positions plus faibles dans nos portefeuilles. C'est que quand ça a très bien marché, comment continuer? Et donc la question qu'on se pose tous, c'est pour que ces valorisations continuent de progresser, finalement, comment continuer à grandir et où aller chercher la croissance? Après vous. Alors, donc, c'est bon là? Oui, voilà. Donc pour Clépierre, qui est effectivement un des leaders des centres commerciaux en Europe, 16 milliards de centres commerciaux, essentiellement la Scandinavie, la France, l'Europe du Sud et un peu d'Europe centrale. C'est sûr qu'en Europe, la croissance en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Donc on se doit de retourner chaque pierre pour aller trouver cette croissance. Alors on la trouve d'abord dans notre allocation d'actifs, parce que clairement, quand on dit que la consommation, par exemple, en Europe est atone, voire parfois négative, c'est pas vrai partout, c'est pas vrai dans toutes les villes, et donc on est avisé de regarder là où on met nos investissements, d'autant plus qu'en général nous sommes des investisseurs long terme quand même, quand on achète un centre commercial ou quand on le développe, et donc il faut bien vérifier quelles sont les perspectives démographiques, économiques des villes et des régions dans lesquelles nous investissons. Donc ça, c'est un premier facteur de croissance. Et aujourd'hui, quand on regarde, le gros de la valeur du patrimoine de Clépierre est dans la région parisienne, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, dans le sud de la Scandinavie, dans le nord de l'Italie. Je crois que de ce point de vue-là, on a bien capté les bonnes zones d'Europe. Après, la deuxième chose, elle est au niveau de l'actif lui-même. Un centre commercial bien géré, c'est un centre commercial qui rassemble finalement les enseignes les plus performantes du moment. Donc nous, on doit traquer en permanence ces enseignes et se livrer au petit jeu un peu facile qui consiste à sortir les perdants et aller chercher les gagnants de demain. Donc d'essayer de surfer en permanence en haut de la vague. C'est comme ça qu'on va chercher ce supplément de croissance. Et c'est d'ailleurs comme ça que, en permanence, les centres commerciaux surperforment la consommation. Eh bien nous, c'est pas tout à fait pareil, mais presque. La croissance, c'est tout simplement en repoussant les limites du monde. J'ai l'habitude de dire qu'en fait, on est une petite entreprise. On est numéro 1 mondial des produits cosmétiques. Mais en fait, on est tout petit. On est tout petit. On fait 12% du marché mondial. Il y a 7 milliards d'habitants sur la planète. Aujourd'hui, il y a 4 milliards 500 millions de gens qui consomment des cosmétiques. Et L'Oréal, aujourd'hui, n'est consommé que par un peu plus d'1 milliard de consommateurs. Donc la croissance, il suffit d'aller la chercher, de la ramasser. Donc d'où le repositionnement de notre mission, qui est la beauté, toute la beauté, rien que la beauté, offrir le meilleur en matière de qualité, de sécurité, de la beauté aux personnes du monde entier dans leur infinie diversité. D'où le concept d'universalisation, qui n'est pas un concept de globalisation, qui est la globalisation, mais sans uniformisation, avec les différences. Et d'où ce fameux motto très, très rassembleur, qui est d'aller chercher 1 milliard additionnel de consommateurs dans les 10-15 ans, alors qu'on a mis 100 ans pour en avoir 1 milliard. Et naturellement,
Quand on parle d'1 milliard de nouveaux consommateurs, on pense aux nouveaux marchés, aux pays émergents, surtout quand on est une entreprise européenne. Donc c'est clair que 80% de la croissance du marché mondial vient des pays émergents. Pour nous, c'est 40%, c'est notre première zone maintenant. C'est plus important que l'Europe. Alors évidemment, on pense au BRIC et à d'autres pays. Mais en faisant ce travail du milliard de consommateurs, on s'est rendu compte que les États-Unis, c'était aussi un pays émergent pour nous, même si on est numéro 1 aux États-Unis, qu'on ne touchait qu'un Américain sur 2. Et donc pour nous, les États-Unis, c'est un pays émergent comme la Chine, ça rapporte pareil. Et troisièmement, on est en train de redécouvrir que même si le marché ne croit pas en Europe, on a plein de poches de croissance dans les pays d'Europe, en Angleterre, en Allemagne et même en France où on a par définition de très grosses positions. Donc c'est ça notre mission d'universation, ce nouveau milliard de consommateurs, bien sûr les pays émergents, mais aussi les pays développés. Et on arrive à faire un petit peu de croissance à partir de l'Europe de l'Ouest et c'est absolument nécessaire en complément du reste. Un portefeuille de 28 marques, je crois. Est-ce que pour atteindre 1 milliard de consommateurs en plus, vous pensez que vous devriez créer de nouvelles marques ou est-ce que c'est exploiter au maximum le potentiel de chacune des 28 marques que vous avez? Les deux. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'au-delà de la blague, je disais qu'on était petit, mais même la première de nos marques qui s'appelle L'Oréal Paris, au fond, n'est pas totalement mondialisée. On a beau être présent dans 110 pays, on n'a pas les mêmes positions partout, on est peut-être très bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut être très bon en coloration, et pas bon en maquillage, donc même la marque L'Oréal Paris, qui est notre marque numéro 1, n'est pas totalement mondialisée. A fortiori des marques qu'on a acquises il y a 10 ans, une marque comme Kiehl's, etc., n'est pas totalement mondialisée, elle est en train de se faire. Donc on a ce travail-là à terminer, et puis en même temps, on fait des nouvelles acquisitions qu'on essaye de globaliser très vite, Clarisonic, Urban Decay, et puis en complément, quelques acquisitions locales, soit parce qu'on a besoin de marques locales, parce que par exemple en Chine, il faudra à un moment donné des marques locales, il ne faudra pas simplement que des marques mondiales adaptées localement, ou des marques et organisations locales qui servent de tremplin pour implanter nos marques existantes, c'est le Kenya, c'est la Colombie, etc. Et donc qui servent de porte-avions, si vous voulez, pour faire arriver nos avions 28 marques. On comprend bien qu'il y a encore beaucoup de croissance à chercher, évidemment dans le développement global de L'Oréal. Clépierre allait chercher la croissance en Europe. C'est vrai qu'on a toujours une vision beaucoup trop simpliste des économies. Et donc on comprend bien cette tension quelque part entre stratégie locale, parce que il faut s'adresser directement au consommateur local qui n'est pas le même partout, et stratégie globale. Donc quelle part finalement de votre stratégie, comment gérer au sein des organisations cette complexité entre stratégie globale, stratégie locale? Il y a effectivement une forme de complexité puisque chez nous, nos centres commerciaux sont locaux, ils sont donc dans des villes. Nos consommateurs sont des consommateurs locaux et il y a bien une spécificité locale à ce qu'on appelle la zone de chalandise. Donc c'est là que notre marketing est on ne peut plus local. Et en même temps, il y a une tendance qui, elle, est parfaitement globale, c'est la globalisation des enseignes. Donc là, on se doit par contre d'aller chercher les concepts à travers le monde qui sont déjà, qu'on sans doute vérifié leur succès dans leur pays d'origine et qui sont en train de s'étendre. Alors de ce point de vue-là, on a une corde supplémentaire à notre arc puisque depuis l'année dernière, BNP Paribas a laissé une partie de sa place à Simon Property Group qui est le leader mondial des centres commerciaux, le plus gros REIT américain en matière d'immobilier commercial. Et donc, nous, on bénéficie à la fois de notre plateforme européenne, de sa plateforme essentiellement américaine, et Simon Property est aussi investi plus modestement en Asie et en Amérique du Sud. Et donc, à travers tout ça, on va chercher les Apple, les Uniqlo, les H&M qui maintenant sont bien sûr des vaches à lait, comme on les appellerait en marketing, mais en permanence. Et notre portefeuille, le fait que localement, on est capable de traquer les bons retailers
retailers locaux nous amène ensuite à les développer en Europe. Donc c'est comme ça qu'on emmène Emma le Hollandais à travers notre portefeuille européen. La même chose avec Kiko en Italie, qui est une marque de maquillage que vous devez peut-être commencer à connaître. Clairement, c'est nous qui avons amené ces marques en France. Et voilà les tendances dont on cherche le plus à bénéficier. Nous, on est clairement une affaire qui part de marques mondiales avec le même positionnement mondial partout, mais avec des adaptations à la fois de stratégie et des adaptations de produits. Souvent, je compare notre travail stratégique à un business game dans une grande école. C'est-à-dire qu'on a 28 marques, on a d'abord 4 divisions, qui vont du luxe au mass, qui vont des salons de coiffure aux pharmacies. On a 28 marques qui sont de positionnements différents, non seulement de prix, mais aussi d'origine. Et on a 5 grandes catégories de produits. Donc au total, on a 400 combinaisons, et dont 200 valides. Ce qui veut dire que quand vous attaquez la Chine, parce qu'en Chine, en 2000, il y avait déjà des circuits de distribution, mais que la distribution moderne est venue très vite, que la classe moyenne est venue très vite et aussi une classe supérieure, on a eu un choix stratégique de marque premium. Donc aujourd'hui, L'Oréal en Chine, c'est d'abord L'Oréal Paris, Premium of the Mass, et c'est Lancôme, numéro 1 du luxe en Chine. En Inde, où il n'y a pas ce type de développement, il n'y a pas d'infrastructure de distribution, il n'y a pas, la classe moyenne est très moyenne, et on passe par 10 millions de mom-and-pop stores pour travailler avec eux. Impossible de faire cette même stratégie. Donc c'est une stratégie populaire, de marque populaire. Donc c'est pas L'Oréal Paris, c'est Garnier. Et dans la coiffure, c'est pas Kérastase, mais c'est Matrix. Et donc aujourd'hui, ce sont ces 2 marques qui représentent L'Oréal en Inde. Donc le même groupe va produire des stratégies très différentes, mais peut-être qu'en 20 ans, tout se rassemblera. Et puis la deuxième chose qu'on est en train de redécouvrir dans un monde évidemment multipolaire, c'est de combiner un pouvoir central fort, un pouvoir corporate fort, et d'investir toujours dans une recherche centrale, dans des marques évidemment, mais en même temps une capacité à créer des réponses régionales de qualité. D'où l'investissement en centres de recherche en face de chaque grand cluster de consommateurs, Mumbai, Shanghai, Rio de Janeiro, etc., et de créer une capacité de dialogue avec les laboratoires, marketing, et donc de refaire dans chacune des grandes régions du monde ce qu'on a fait il y a 50 ans, il y a 70 ans ou il y a 30 ans avec Eugène Schweller, François Dalle ou Wayne Jones. Et donc recréer des mini L'Oréal légers dans une organisation multipolaire. Une autre question qu'on se pose beaucoup, surtout quand c'est vrai qu'on parle de grandes valeurs de taille importante, qui souvent ont des positions de leadership, c'est de se poser la question, finalement, être un leader, est-ce que c'est un avantage ou est-ce que c'est plutôt un handicap? Donc la question générale que j'ai envie de vous poser, c'est finalement, quelle est l'importance à la taille dans votre métier et comment, en étant gros, finalement, est-ce qu'on va être capable d'aller plus vite que soit les locaux, soit les spécialistes ou bien est-ce que c'est un combat permanent de se battre contre les plus petites soies? Chez Clépierre et dans notre métier, la taille est un enjeu pour essentiellement 2 raisons. La première, c'est que c'est une activité qui est intense sur le plan capitalistique et on a tous le souvenir de l'année 2008 et de la suivante où l'accès quand même aux capitaux a été compliqué, pour pas dire très compliqué. Et en fait, on s'aperçoit, et ça a été le cas pour Clépierre, que les sociétés les plus importantes, cotées, avec des ratings investment grade, étaient quand même celles qui ont eu en permanence l'accès à la ressource avec une relative profondeur de marché et à des coûts relativement satisfaisants. Donc nous, Clépierre, j'ai dit 16 milliards d'actifs, 7 milliards de dettes. Ces 7 milliards de dettes, il faut en refinancer plus d'1 milliard, entre 1 milliard et 1,5 milliard tous les ans. Bon, il est important qu'on sécurise notre accès à la ressource, une fois de plus, en termes de liquidité, en termes de profondeur de marché et en termes de coûts. Donc, et de ce point de vue-là, plus on sera gros, plus on risque quand même d'être visible et d'avoir un bon accès au marché financier.
Le deuxième aspect, il est plus business. Il est que effectivement, dans le discours sur le petit jeu là dont je vous parlais, d'aller chercher les meilleurs et de les installer dans nos centres commerciaux, clairement la taille est un enjeu aussi. Vous ne faites pas venir un retailer qui n'est pas dans un pays si vous n'êtes pas capable de lui offrir une masse critique rapidement, et une masse critique d'actifs, si possible, attractifs. Il faut lui faire envie. Donc il faut qu'on soit capable de lui dire, venez en France, on va vous libérer 5 ou 6 centres premium dans lesquels vous allez ouvrir un magasin. Et clairement, peu d'opérateurs, et franchement ils sont très peu, à pouvoir mettre en œuvre cette stratégie. Par ailleurs, il y a tout un business qui est en train de se développer aussi autour du centre commercial, qui est lié d'ailleurs à l'Internet et à toute la communication digitale. C'est que de plus en plus, les centres commerciaux deviennent des plateformes de communication pour les enseignes et pour les marques, que nous, en fait, on ne fait que piloter et que promouvoir des flux, au fond. Notre boulot à nous, c'est d'amener des gens dans cette enveloppe qu'est le centre commercial. Et là, bien sûr qu'on peut monétiser ce flux à travers les magasins, mais on peut aussi monétiser à travers le marketing de la marque. Donc c'est, bien sûr, vous êtes allé dans les centres commerciaux, donc c'est à la fois tout ce que les marques peuvent faire en termes d'événementiel, les pop-up stores, tout ce qu'on a fait en matière d'initiative marketing auprès des annonceurs, puisque, une fois de plus, il y a une clientèle très ciblée qui passe dans le centre commercial, qui est la ménagère de 30-40 ans, avec a priori un pouvoir d'achat raisonnable ou conséquent. Donc clairement, on est de plus en plus à monétiser ces flux, à créer des événements qui restent des événements commerciaux, c'est-à-dire que le centre commercial n'est pas, c'est pas un Disney Park, hein, c'est pas la tendance que nous recherchons, mais nous recherchons à densifier l'expérience commerciale, et la taille nous aide à faire ça, puisque la taille aussi nous permet d'assurer la qualité de ce qu'on fait là. C'est-à-dire qu'on a fait par exemple un accord avec Coca-Cola. Coca-Cola n'aurait jamais fait un accord avec Klépierre si Klépierre n'avait pas été capable d'un coup d'un seul de lui offrir une 50aine de sites majeurs à travers l'Europe, dans lesquels il pouvait à la fois mettre en place ses derniers distributeurs, ses campagnes d'annonces, enfin tous ces éléments marketing. Et on crée même de l'événementiel de très court. En ce moment, il y a on peut habiller sa canette de Coke en mettant le nom de sa petite amie dessus. Voilà, ça crée un peu de... Mais ça reste, vous voyez, très commerçant toujours comme démarche. Bon, nous, d'abord j'ai envie de commenter un paradoxe. Quand vous êtes numéro 1, c'est jamais vous qui allez plus vite une année. C'est pas vous qui... c'est jamais vous qui êtes la Formule 1 qui gagne le prix de l'année. Il y a toujours quelqu'un qui va plus vite que vous, qui est plus petit, etc. Par contre, sur 5 ans, c'est vous qui gagnez. Parce que vous êtes tout le temps, avec l'ensemble de vos divisions, de vos régions, vous traversez tous les temps. Bon. Donc ça permet au moins ça. Mais plus sérieusement, pour nous, il y a deux effets de taille, je crois. Hein. Le marché de la beauté, c'est un marché très vivant, hein, avec beaucoup de marques niches qui arrivent, etc. C'est un marché extrêmement sain. Mais c'est un marché où nous, on a une conviction, c'est que c'est de la science dans un pot. Hein. C'est pas du rêve dans un pot, comme le disait Charles Revson. Et que les aspirations des classes moyennes, c'est toujours vers le haut, c'est jamais vers le bas. Hein. Donc, que c'est la qualité qui gagne. Et donc, la qualité, ça veut dire la recherche. Et la taille de L'Oréal permet justement d'avoir un investissement en recherche qui est de 800 millions d'euros, c'est pas mal dans le métier. Et comme je le disais tout à l'heure, non seulement d'investir dans l'amélioration des centres de recherche en France, on vient d'ouvrir un nouveau centre à Saint-Ouen il y a 2 ans, 100 millions d'euros, mais on crée des centres de recherche appliqués de développement dans les grandes zones de consommateurs du monde. Et ça, personne ne peut le faire. Les marques niches ne peuvent pas le faire. Et puis le deuxième effet de taille, c'est notre organisation de filiales, parce que finalement, dans notre savoir-faire, un de nos savoir-faire, on en a parlé tout à l'heure, c'est la mondialisation des marques. Une marque, même qui marche bien dans un pays, elle ne sait pas se mondialiser.
parce qu'elle n'a pas les infrastructures, elle n'a pas l'effet de taille, elle n'a pas les usines pour avoir la bonne productivité, elle n'a pas les conditions d'achat média dans un pays, et elle n'a pas les frais. Et la taille de L'Oréal aujourd'hui permet une accélération de la mondialisation des marques. Je crois que c'est deux des caractères de la taille dans notre métier. Peut-être une question que les investisseurs se posent toujours, c'est celle du financement, comment financer cette croissance, ou bien même à l'inverse peut-être également, que faire de votre cash, qui est souvent un sujet qui revient pour l'un ou l'autre. Comment est-ce que vous abordez ce sujet du financement et du retour à l'actionnaire? Nous, on n'a pas ce problème-là, malheureusement. En fait, on est donc plutôt en permanence en train de gérer donc les 7 milliards de dettes dont je parlais tout à l'heure. Alors c'est vrai que le paradigme a un peu changé à l'aune de la crise financière qu'on a rencontrée en 2008, où en fait quand même pour nous... alors, on a eu la chance d'être, en 2008, on était la filiale de BNP Paribas. Alors, c'est sûr, ça a secoué chez BNP Paribas aussi, mais ça restait quand même la plus grosse institution financière en Europe. Donc, de ce point de vue-là, on était quand même un peu au port, à l'abri. Mais quand même, alors d'abord aujourd'hui, donc la donne est un peu différente, et ça nous a inspiré d'abord de construire une vraie ligne de liquidité, ce qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a 1 milliard, 1,5 milliard, plus d'une année de financement en fait devant nous, et je crois que ça va être l'avenir, ça sera d'avoir en permanence 1,5 milliard enfin, une bonne année de refinancement devant nous, parce que à la fois ça vous permet de vous mettre confortable par rapport à votre financement et donc de ne pas avoir l'épée dans les reins, notamment si les marchés se fermaient pour une raison ou pour une autre. Et l'autre aspect, c'est l'indispensable respiration qu'on a besoin d'avoir pour saisir des opportunités, parce que la vocation de Klépierre, c'est toujours quand même de continuer à attraper, si possible, des opportunités. Donc déjà, de la liquidité. Après, c'est la diversification des sources de funding, c'est-à-dire, donc pendant la crise financière, on a beaucoup été sur l'obligataire, faute de banque, pour être clair. Aujourd'hui, les choses se sont quand même bien améliorées, donc on rééquilibre, d'autant plus que les lignes bancaires, c'est des lignes non tirées, donc ça a une convenance aussi pour nous. Donc on est à la fois, on va chercher les marchés obligataires sur des maturités longues, et puis le bancaire sur des maturités plus courtes et non tirées, une politique de couverture de taux prudente, et puis aussi des financements très courts comme du commercial paper, enfin parce que les conditions financières sont attractives. Voilà. Oui, évidemment, bon, c'est très différent chez nous. Donc nous, on est dans un métier qui ne nécessite pas de capitaux. Je crois qu'on investit à peu près en moyenne 4% de notre chiffre d'affaires en CAPEX. Et notre capital est plutôt immatériel. Ce sont les marques, c'est les brevets, c'est la relation avec la distribution, etc. etc. Donc notre préoccupation est moins, évidemment, et on est très content d'être cash rich, de ne pas avoir de dette, les temps sont troublés, donc c'est pas mal. Deuxièmement, ça permet quand même d'augmenter la rémunération vis-à-vis de l'actionnaire. Bon, si on parle du total du TSR sur 5 ans, c'est 19%. Notre dividende, il a été multiplié par quasiment 4 en 10 ans, et on donne un dividende majoré. Et on a encore de la marge de manœuvre, puisqu'on ne distribue que 46% de nos résultats. Et donc, c'est vrai qu'on a du cash entre ce qu'on a, entre guillemets, à la banque, ce qu'on a dans Sanofi, puisqu'on a à peu près 9 milliards d'euros chez Sanofi, et ce qui nous permet d'avoir une certaine sérénité, on va dire, puisque on a les moyens de notre développement, que ce soit une série de moyennes acquisitions, une très grosse acquisition, on a les moyens de notre développement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Écoutez, c'était très intéressant. Je pense que si vous avez deux profils d'entreprise qui sont quand même très différentes, il y a quand même une grande attention liée à la capacité de capter les bons relais de croissance dans les pays par un portefeuille de marque, par le positionnement dans les centres commerciaux. Donc, je pense que ça aurait été bien exposé pendant notre débat. Je vous remercie. Merci.